Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, chers et chers membres de la famille, amis, vous toutes et tous qui vous inspirez de la figure de Louis Massignon. Chers et chers amis des réseaux de l'EPHE, de l'École pratique des hautes études, j'ai l'honneur de représenter ce soir notre établissement qui est au cœur de l'organisation de cet événement que nous savons déjà passionnant. Je tiens également à vous transmettre les excuses de notre président, Michel Hockmann, qui regrette sincèrement de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Permettez-moi, pour commencer, de vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2026. À titre personnel et au nom de la gouvernance de l'EPHE, des vœux de paix, d'harmonie, de dialogue et d'échange pacifique, des vœux d'engagement pour œuvrer en faveur du bien commun, un bien commun qui soit réellement celui de toutes et de tous, sans aucune distinction. En ces temps difficiles, marqués par des attentes constantes aux libertés, qu'il s'agisse de liberté académique ou de celle de populations entières, la figure et l'engagement de Louis Massignon prennent une résonance toute particulière. Puisse-t-il continuer à inspirer nos actions? Chacune et chacun d'entre nous peut contribuer à harmoniser la portion de monde qu'il ou elle occupe, aussi modeste ou aussi vaste soit-elle. Chercheur d'une envergure scientifique exceptionnelle, profondément liée à l'histoire de notre établissement, Louis Massignon demeure une source d'inspiration pour des générations de chercheuses et de chercheurs. Mais il est aussi un modèle de solidité morale, d'engagement citoyen et politique, au sens le plus noble du terme. Une action toujours orientée vers le bien commun. Cette forme de clairvoyance, je pense notamment au dialogue islamo-chrétien, à toutes ces activités, cette forme de clairvoyance nous rappelle aujourd'hui encore la valeur fondatrice de sa pensée et de ses actes, dont l'actualité demeure frappante. Notre établissement honore ce soir cette figure centrale de son histoire dans le cadre d'une série d'initiatives visant à mettre en lumière les personnalités qui ont contribué à faire de l'EPHE un établissement d'excellence et surtout fondé sur des valeurs solides et durables. L'École pratique des hautes études offre un contexte exceptionnel, singulier, qui attire des étudiantes et des étudiants ainsi que des enseignants, chercheurs et des personnels du monde entier. Un exemple, plus de 45% de nos doctorants proviennent aujourd'hui de pays autres que la France et chez nous, personne n'est étranger. Nos accents, multiples et variés, racontent de parcours de vie, de rêves accomplis et surtout de rêves et parcours accomplis en franchissant des frontières de tout type. Cette attractivité repose sur la spécificité même de notre établissement, enseigner la recherche par la pratique de la recherche. Ce n'est pas seulement une devise, c'est une culture, une manière de penser et de transmettre les savoirs hérités d'une histoire longue et féconde. Nos étudiantes et nos étudiants bénéficient d'un enseignement de très haut niveau, dans une ambiance résolument tournée vers l'humain, que je me permets de qualifier de chaleureuse. De la formation initiale à la formation continue, notre engagement s'articule autour de la recherche, de la préparation à des parcours scientifiques exigeants, mais aussi de la professionnalisation. Dans nos 3 sections, nous travaillons à la fois sur des disciplines rares,
donc sur ces disciplines qui sont oubliées dans nos mondes contemporains ou qui risquent d'être oubliées, mais également sur des savoirs et des compétences pleinement ancrées dans la contemporanéité et en dialogue avec la société. Nous nous engageons à préserver cette spécificité ainsi que cette grande liberté d'expression dans la recherche, tout en cultivant ce regard ouvert et exigeant que nous transmettons à nos étudiants. Le réseau des alumni que nous soutenons, que nous développons, nous sommes en train de développer activement, incarne cette force collective. On n'est pas simplement étudiant ou ancien étudiant de l'école pratique. On demeure membre d'un réseau vivant de partage, de diffusion de savoir, mais aussi de valeurs, parmi lesquelles l'humanitas et le dialogue occupent une place centrale. Membre moi-même du réseau des alumni, je peux témoigner personnellement cette atmosphère qui fait de l'EPHE un établissement singulier, profondément humain. Je remercie donc très chaleureusement la direction de la vie étudiante de l'EPHE ainsi que la direction du mécénat pour l'organisation de cet événement et pour leur engagement constant, dont je remercie Virginie Cardaillac, Marie-Pierre Lamotte, Laurent Tessier, toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette soirée, les intervenants, les participants, le réalisateur bien sûr. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et même émue. Permettez-moi un bref souvenir personnel d'alumni. Lorsque je me suis installée en France suite à un concours pour chercheurs étrangers de la mairie de Paris, donc je pouvais enfin suivre régulièrement les cours de l'EPHE. Et parmi ces tout premiers cours que je suivis figuraient les conférences inoubliables de Pierre Lori, que je salue ce soir, et c'était sur les anges dans le Coran. Avant de laisser la parole à mes collègues, je souhaite encore refaire ce vœu, que Louis Massignon, cette figure lumineuse, continue de nous inspirer dans nos recherches, indépendamment de nos aires, de nos domaines, dans nos engagements et nos actions. Je renouvelle donc mes meilleurs vœux à l'EPHE, au réseau des alumni, à nous toutes et tous. Des vœux d'espoir, d'espérance même et de lumière. Merci beaucoup de votre attention. Chers collègues, chers amis, merci à vous tous, enseignants-chercheurs, familles, amis, curieux, d'avoir répondu présents et d'être venus si nombreux à cette table ronde co-organisée par la direction de la vie étudiante et la direction du mécénat, en soutien, comme l'a précisé Alfonsina, à notre réseau d'alumni que nous avons tant à cœur de dynamiser. Il s'agit du tout premier événement de ce type qui consiste à retracer le parcours d'anciens élèves ou enseignants de l'EPHE et à en évoquer l'héritage pour les partager avec un large public. Ce cycle comprendra 3 événements en 2026 et il commence avec Louis Massignon, qui fut à la fois élève et enseignant de l'EPHE. Précurseur du dialogue islamo-chrétien, défenseur des échanges interculturels, ses recherches ont marqué l'histoire de l'école et ses travaux ont essaimé bien plus largement en dehors des sphères purement académiques. Le film que le réalisateur Grzegorz Tomczak, présent parmi nous, lui a consacré, donne vie à cette figure historique. La projection sera suivie d'une table ronde animée par Pierre Lori, professeur émérite de l'EPHE et islamologue, entouré de Grzegorz Tomczak lui-même, de Bérangère Massignon, docteur de l'EPHE et petite-fille de Louis Massignon, Kaïna Baloul, docteur de l'EPHE et imam, et Hippolyte Doyen, inscrit au séminaire universitaire de l'ICP.
Tous ont un parcours spirituel, intellectuel et public qui les rapproche de celui de Louis Massignon. Nous, Laurent Tessier, Hildegard Lipatz, Tom Fischer et moi-même, les remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. De même que nous remercions Michel Hockmann, président de l'EPHE, qui regrette de ne pouvoir être présent parmi nous ce soir, Alfonsina Belliot, vice-présidente de la vie étudiante, Vassa Kuntuma, doyenne de la section des sciences religieuses, qui nous ont laissé carte blanche pour organiser cette projection et cette table ronde dont la thématique résonne si fort avec une actualité brûlante. Mesdames, Messieurs, chers alumni, chers auditeurs, chers collègues, chers amis de l'École pratique des hautes études, pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte. Cette phrase tirée des opéras minora de Massignon pourrait suffire à résumer une vie entière. Et ce soir, nous sommes justement réunis pour honorer l'exceptionnelle courbe de vie de l'homme que fut Louis Massignon. Massignon est au sens plein du terme un fils de cette maison. Il y a 120 ans exactement, c'était en 1906, il franchissait pour la première fois les portes de l'école, comme élève. 26 ans plus tard, en 1932, il devenait directeur d'études à la chaire Islamisme et religion d'Arabie, une chaire qu'il occupa jusqu'à sa retraite en 1954. D'élève à maître, une vie entière consacrée à comprendre l'autre. Son séminaire forma des chercheurs d'exception en France et bien au-delà, nous le savons. Parmi eux figure Germaine Tillon, elle aussi élève de notre école avant d'y enseigner. Cette ethnologue de l'Aurès, résistante déportée à Ravensbrück, trouva en Massignon à la fois un maître et un ami. Après la guerre, alors qu'elle avait tout perdu, y compris ses travaux de thèse, c'est Massignon, son directeur aux côtés de Marcel Mauss, qui lui rappela qu'elle ne devait pas abandonner sa vocation africaine. Et vous connaissez toutes et tous ces engagements qui lui ont valu la reconnaissance de la nation. La thèse que Massignon consacra à Al-Hallaj, un mystique musulman du Xe siècle exécuté à Bagdad pour avoir proclamé son union avec Dieu, reste une œuvre fondatrice de l'islamologie. Et c'est en Irak, en 1908, sauvé par l'hospitalité de ses amis bagdadiens, que le jeune Massignon retrouva la foi. Une expérience qu'il appellera la visitation de l'étranger, et le documentaire que vous allez découvrir ou redécouvrir revient sur cet épisode fondateur. La méthode de Massignon fut une révolution que certains ont pu qualifier de copernicienne, c'est-à-dire que là où l'orientalisme de son temps observait l'islam de l'extérieur, Massignon entendait, lui, se décentrer et entrer dans l'axe même de son sujet. Cette approche a ouvert la voie au dialogue interreligieux. Et le cardinal Koenig, l'une des grandes figures de ce dialogue, a reconnu l'influence de Massignon sur le Concile Vatican II. La déclaration Nostra Aetate, dont nous avons commémoré les 60 ans l'année dernière, porte la trace de ces impulsions. Massignon fut aussi donc un homme de science, un homme de foi, il fut aussi un homme d'engagement, de ceux qui ne séparent pas la pensée de l'action. Il ne pouvait se résigner à vivre dans l'aisance en exploitant les œuvres de mystiques comme Charles de Foucault, dont il fut proche, ou encore de Al-Hallaj. Ses armes furent celles de Gandhi, la non-violence, le jeûne, la prière. Et durant la guerre d'Algérie, il dénonça la torture aux côtés d'autres intellectuels catholiques, comme François Mauriac ou Henri-Irénée Marou, et bien évidemment aux côtés de Germaine Tillon. Et sur la question palestinienne, autre exemple, il alerta dès 1949 sur le sort des réfugiés, une question qui, comme il le pressentait, allait peser durablement sur l'avenir de la région. Alors, comme il a déjà été dit par Marie-Pierre et Alfonsina, dans un monde où les fractures entre les peuples s'approfondissent, le dialogue entre les cultures et les religions retrouve toute son actualité. Massignon en fut l'un des pionniers et l'école a souhaité lui rendre hommage ce soir. Sa figure nous rappelle qu'une autre voie est possible, celle de l'hospitalité intellectuelle et spirituelle. Certains jugeront peut-être que cette voie est utopique, mais je crois que Massignon l'aurait pensé ainsi, c'est précisément parce qu'elle est exigeante qu'elle mérite d'être appelée et défendue. À la fin de sa vie, Massignon insistait sur une autre exigence, qui est de témoigner. Témoigner pour transmettre.
Et dans un essai intitulé « Le vœu et le destin », il écrivait, je cite, « Le témoignage implique forcément un élan, une décision pour une revendication de justice. Et c'est, je crois, ajoutait-il, qu'il n'y a rien de supérieur dans l'amour à la passion de la justice. » Et c'est de cet essai, « Le vœu et le destin », que le film de ce soir tire son titre. À sa mort en 1962, Henri Corbin, son ancien élève devenu son successeur, saluait en lui une personnalité d'une force exceptionnelle qui ne sépara jamais les tâches de l'homme de science et les responsabilités de son engagement d'homme dans la vie. D'élève à maître, tel fut le parcours de Massignon, de Tillon et Corbin, et c'est cette chaîne de transmission que notre réseau Alumni entend prolonger. Et c'est aussi dans cet esprit que nous sommes réunis ici ce soir. Merci à toutes et tous de votre présence. Je vous invite maintenant donc à découvrir ce film qui poursuit à sa manière le témoignage de Massignon. Et j'invite donc pour quelques mots d'introduction M. Tomczak pour présenter son film. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu à la projection. Et bien entendu, merci à ceux et celles qui l'ont préparé. Je tiens également, c'est un moment de remerciement, mais ça ne va pas être long. J'aimerais aussi particulièrement remercier les personnes qui ont rendu possible la réalisation de ces films. La chaîne de télévision KTO, qui est donc coproducteur de ces films et diffuseur. La société Stella Production, qui est producteur principal, et différentes personnes engagées au stade de tournage et de post-production, ainsi que toutes les personnes qui nous ont donné beaucoup de temps et pas mal de patience en étant d'accord d'être filmés dans le cadre d'entretien. Donc certaines de ces personnes sont ici dans la salle. Et alors comment ce film est venu dans ma vie de réalisateur? En fait, il est venu très simplement et très naturellement comme une suite aux précédentes réalisations. Il se trouve que certaines des réalisations ont déjà été consacrées à la thématique islamo-chrétienne. Je pense notamment au documentaire « Voyage jusqu'au bout du feu » qui dressait un portrait documentaire de Christophe Le Breton, l'un de ses témoins des Tibérines, ainsi qu'un autre documentaire intitulé « Vers le lien de la paix » qui retrace l'histoire des rencontres islamo-chrétiennes à travers les siècles, qui sont considérés comme événements précurseurs de Nostra Aetate de Vatican II. Et donc, dans ce contexte, la figure de Louis Massignon s'est imposée comme une évidence, tout simplement, et le désir de lui consacrer un film est né, ce désir qui s'est vu confirmé après nos rencontres, notamment avec Jean Moncelon, qui était le premier grand biographe de Louis Massignon, et Christian Salençon, théologien. Et donc, il y a eu bien sûr, après, ça c'était essentiel, hein, je ne peux pas l'oublier, la découverte, la lecture des textes de Louis Massignon. C'était complètement fondateur, ainsi que la visite de certains lieux qui sont inhérents à son histoire de vie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne projection. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bien, mais après avoir vu ce très beau film, cette belle œuvre qui pousse également à la réflexion, on va maintenant passer à l'atelier. Avant l'atelier proprement dit, je voulais dire juste deux mots. Le premier, c'est qu'au niveau de l'islamologie, Massignon a été un maître, puisqu'il est question des alumni. Massignon a été un maître très important dans les études islamologiques. Il a enseigné, donc, comme il a été dit, au Collège de France et depuis 1932 à l'École pratique des hautes études. Et il a eu des centaines de disciples, et parmi ces disciples, il y a eu des islamologues et
et des penseurs de très haut niveau, des hommes politiques parfois. Donc son impact sur la vie en Europe, mais aussi dans le monde musulman, a été considérable. Par parenthèse, il en sera peut-être question tout à l'heure, mais je voudrais dire que le monde sunnite, l'islam sunnite, n'est pas synonyme de l'islam littéraliste. Le Hallaj était sunnite et il y a des millions de sunnites spiritualistes et mystiques. Hein, donc, que cela soit dit. Donc, Massignon a eu un impact dans le monde musulman et jusqu'à présent, c'est une personne connue et qui a, en quelque sorte, comme il a été dit, ouvert le dialogue. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Il a eu des disciples très connus. Je retiendrai juste un nom qui est celui d'Henri Corbin, qui lui a succédé en 1954. Henri Corbin, à son tour, à l'École pratique des hautes études, a eu de nombreux disciples. Et il y a un nom que je ne voudrais pas passer sous silence, et qui est celui de Christian Jambé, qui a été le disciple de Corbin, qui lui-même a enseigné à l'École pratique des hautes études à partir de 2011, si ma mémoire est bonne. Et maintenant, il a été nommé à l'Académie française, donc c'est aussi un prestige de plus pour cette espèce de transfert de connaissances. Et il a composé, il a été maître d'œuvre des écrits mémorables, donc des articles de Louis Massignon qui ont été rassemblés en 2 volumes. Et c'est une œuvre très importante, je crois, qui assure la transmission de ce que Massignon a vraiment dit dans toutes les nuances de ce qu'on a entendu. Donc Christian Jambé a publié cela avec l'assistance de Sourad Ayada, de François Angelier, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, et François Livonnet. Un deuxième point, au niveau scientifique. Donc Massignon a vraiment marqué les études en islam depuis les années 30. Ce qui l'intéressait, c'était de toute évidence la mystique musulmane. C'était vraiment cela le point qui l'intéressait. Mais il a étudié la mystique musulmane en étudiant simultanément toute la société musulmane. Quand on lit son œuvre magistrale, dont il a été question dans le film, sur le martyr de Hallaj, on voit que c'est tout ce qui s'est passé au 9e et au 10e siècle, au point de vue social aussi, qui est passé au peigne fin, ce qui fait que le procès de Hallaj est analysé à la loupe, avec également le rôle qu'a joué la crise du prix de la farine à cause de la spéculation des hauts fonctionnaires à Bagdad. Donc c'est une œuvre complète. Et ce qui n'empêche pas, bien sûr, de parler des sommets de la mystique en parlant de Hallaj. Alors le deuxième point, il en a été question, le deuxième point de sa méthode, c'est au fond arriver à se mettre à la place de l'auteur qu'on étudie, c'est-à-dire ne pas se placer en arbitre quand on étudie l'œuvre, mettons, d'un penseur ou d'un mystique musulman, mais arriver à se dépouiller soi-même de son identité, pas de son identité, mais en tout cas de ses préjugés, de ses a priori, pour essayer de se mettre à la place de l'autre. Est-ce possible ? Point d'interrogation, à chacun de se demander si cela est possible et si Massignon a réellement réussi dans son étude de la mystique musulmane, mais ce n'est pas le moment de trancher là-dessus maintenant. Maintenant, donc, nous allons passer à l'atelier des exposés de personnes qui ont eu l'amabilité donc, de participer à un débat à propos de ce film. Et pour commencer, donc, si M. Grzegorz Tomczak veut bien dire quelques mots. J'ai bien réfléchi parce que, bien entendu, je n'ai pas voulu répéter ce qu'on a dit dans le film. Étant donné la durée du film qui est limitée à 52 minutes, je ne pouvais pas aborder dans ce documentaire certains sujets qui m'auraient beaucoup passionné, notamment le sujet de la relation entre père et fils. Et puis une autre contrainte concernait aussi les témoignages, parce qu'à l'époque où nous avons commencé à travailler,
il n'y avait presque plus de témoins directs de Louis Massignon. Et donc, ce constat m'a beaucoup frustré, d'autant plus que j'ai pu découvrir les mémoires de témoins directs, et je continue d'ailleurs à les découvrir, d'une grande qualité intellectuelle et humaine. Donc je me suis dit que ce soir, au lieu de vous raconter ce que vous venez de voir, je vais plutôt partager avec vous quelques textes et quelques réflexions qui sont, j'espère, complémentaires au film et qui permettent d'enrichir le portrait de Louis Massignon en tant qu'homme. Ils contiennent des détails que vous trouverez peut-être anecdotiques ou trop anecdotiques, mais j'assume parce que je trouve qu'ils sont extrêmement importants pour saisir l'homme au niveau de ce que j'appelle la patte humaine, c'est-à-dire à une certaine base qui est vraiment la base de toute démarche documentaire et biographique. Donc je me permets de vous lire quelques citations avec un petit commentaire par-ci, par-là. Et donc vous vous doutez que j'ai eu l'embarras de choix parce qu'il y a tellement de choses sur Massignon et de Massignon lui-même. J'ai choisi seulement 3 témoignages. Celui d'une orientaliste allemande qui s'appelle Anne-Marie Schimmel, c'était une spécialiste des sciences islamiques allemandes, et puis le témoignage de Maxime Rodenson et celui de Vincent Monteil, qui a été recueilli grâce à l'intervention de François Livonnet, si je ne me trompe pas, et de François Angelier qui est parmi nous. Donc ça tombe vraiment bien. Mais tout d'abord, je voudrais m'arrêter sur un texte qui personnellement me touche beaucoup, le texte de Louis Massignon qu'il avait écrit en 1958, c'est-à-dire 4 ans après avoir pris sa retraite universitaire et 4 ans avant sa mort. Et il a été invité à un congrès interreligieux au Japon. Et le texte qu'il nous a laissé s'appelle « La méditation d'un passant au bois sacré d'Isée ». Donc c'est un texte écrit dans le contexte de la visite au sanctuaire d'Isée, qui est l'un des lieux sacrés du shintoïsme. Massignon écrit « Cette visite fut courte, mais si paisiblement goûtée après le coucher de soleil solitaire dans le bois sacré. De nuit, dans ma chambre, fut ami canne numéro 19, face au silence d'une mer peu profonde, adossée à la pente de la colline. Puis, après le lever du soleil sur le golfe, le contraste vif de 2 couleurs jumelles, du vert léger du quadrillage des rizières avec le vert velouté des pins des tuyas forestiers. Toutes 2 ressentis comme un réconfort par l'esprit devenu illettré d'un étranger, dispensé d'avoir à discerner des significations dans la publicité du lieu, affiches ou appels. Les 2 verdures du paysage agirent sur moi comme le teint au fond du miroir de mon passé, me ramenant jusqu'à mon lieu natal, étrangement retrouvé là. Je n'étais plus un voyageur, mais un pèlerin tout nouveau au repos. Un mot sur quelque chose que je trouve très important. On parle un peu dans les films du père de Louis Massignon et on dit que c'est son père qui l'a incité finalement à prendre les notes de ses nombreux voyages, de tout ce qu'il a vécu au jour le jour. C'est intéressant que pour différentes raisons. Parce que en début de sa vie, quand il était très jeune, d'ailleurs, il prenait ses notes pour lui-même, mais pas pour que ça soit lu à l'époque.
Ils sont très laconiques, hein. Ils donnent un nom, une date, un petit détail. Mais finalement, je me suis dit que ça contribue à une sorte d'exercice spirituel qui est la relecture et que très curieusement, cette figure du Père qui se disait non-croyant et tout ce qu'on a dit dans les films, pratiquait peut-être de manière consciente le principe de la méthode ignatienne qui consiste à éclairer sa vie, à mieux comprendre sa vie dans la lumière de la relecture. D'ailleurs, beaucoup de personnes, je pense, de tous les temps, font cette démarche sans savoir que forcément que c'est Ignace de Loyola qui a bâti tout un système de pensée spirituelle à partir du phénomène de la relecture. Et il dit donc plus loin, jardin de nos gens, le printemps, ma chambre, ancien atelier de mon père avec ses fresques, les kakemonos, etc. Et il dit, mais ces souvenirs m'apparaissent maintenant comme la pierre angulaire de ma reconstruction psychique. Donc c'est à mon avis intéressant parce que finalement tous les chemins mènent au point de départ, hein, quelque part. Et c'est dans cette période unique de la vie qui est l'enfance, qu'on trouve peut-être une possibilité de réconfort, en tout cas les moyens de se reconstruire, c'est-à-dire de trouver certains moyens pour supporter les épreuves de la vie d'adulte. En plus, cet extrait me touche personnellement dans le contexte de la relation père-fils, parce que je pense que Louis Massignon doit beaucoup à son père qui l'a ouvert au monde, qui lui a appris à réfléchir, qui l'a sensibilisé. Et finalement, assez vite, au moment où son fils commençait à grandir, le père perdait le contact avec lui. Mais cependant, il n'a pas abandonné les efforts de communication. Et il a établi une sorte de dialogue qu'on pourrait appeler dialogue à travers l'art, ce dialogue qui a été sublimé. D'ailleurs, les descriptifs du paysage japonais que Massignon fait dans cette citation pourraient constituer, je me suis dit, une sorte de scénario pour les gravures ou pour les peintures que Pierre Roche pourrait réaliser. Ils sont très suggestifs. Il y a le témoignage d'Anne-Marie Chimel qui se réfère à ce même épisode de la visite au Japon. Et dans un texte qu'elle a écrit en 2007, dans un premier temps, elle évoque la figure de Massignon. Ensuite, elle raconte un petit épisode très concret. Alors, elle dit tout d'abord, je le vois encore devant moi. Silhouette faite de lumière blanche, radieux, avec sa noble figure complètement spiritualisée, avec ses yeux intenses. Il me parlait gentiment et rapidement, parlant de Hallaj et de Rumi. La dernière fois, je l'ai rencontré en 1958 pendant le congrès d'histoire des religions de Tokyo. La rencontre la plus typique là-bas fut dans l'ascenseur d'un hôtel japonais. 18 étages au plus. On peut s'imaginer qu'à l'époque, en 1958, il a fallu un peu de temps pour que l'ascenseur monte jusqu'au 18e étage. Et donc, dans cet ascenseur surchargé, Massignon me parlait sur le secret de la rose mystique. La rose immortelle, son parfum, son feu, un moment inoubliable. Peut-être seulement 3-4 minutes qui furent remplies par les quintessences du soufisme. Maintenant, je passe à la deuxième citation qui est de Maxime Rodinson, qui était d'ailleurs, vous le savez certainement, professeur honoraire d'éthiopien classique à l'EPHE. Il était professeur de votre école. Et Rodinson écrit
C'était en 1992, quand on a fêté le 30e anniversaire de la mort de Louis Massignon. J'ai pu reconnaître ses défauts et ses qualités, de grands défauts et de grandes qualités. Si d'un côté, on peut dire que c'était un génie, parce qu'il avait des intuitions géniales, de notre côté, il lui arrivait d'être laxiste sur beaucoup de points, dans ses raisonnements par exemple, mais aussi dans son information. C'est un langage parlé, très spontané. Ce n'était pas un saint, il l'était peut-être sur certains points, mais pas sur d'autres. Il était très accessible et très franc, il était très bavard. Dans la rue, par exemple, où je m'étais décidé à l'attendre à la porte de son immeuble, rue Monsieur. J'attendais son retour du ministère de la Guerre. Quand il m'a vu, il s'est mis en rage. « Vous allez m'empêcher de travailler. » Justement, j'allais me plonger dans tel texte. Tout cela pour une histoire sordide probablement. Enfin, montait toujours. Je montais en l'assurant que je ne le retiendrais pas longtemps. Une autre fois, je suis allé chez lui, où il recevait tous les dimanches matin. Il recevait tout le monde, en bloc, en même temps, mais dans des lieux différents, en les isolant dans des chambres distinctes. Il vous accueillait lui-même à la porte en disant « Ah, c'est vous, venez vous mettre là, dans la deuxième à droite, parce que là, dans la première, il y a un tel. Ailleurs, machin, ça ne pourra pas aller, etc. » Il m'a entretenu ainsi, puis subitement, il s'inquiéta de l'heure qu'il pouvait être. « Oh là là, déjà je suis pressé. Voyez-vous, j'ai encore 3 personnes qui attendent dans les chambres à côté, dont les rabbins un tel. Il ne faut pas qu'ils voient un cheikh un tel. Pour vous, nous verrons ça. » Il me raccompagnait sur le palier, puis du haut de l'escalier me cria « Au fait, pourquoi êtes-vous venu ?» C'est assez original parce que, bon, c'est plein d'humour. Hein. Robinson c'était un juif d'origine en partie polonaise, en partie russe, et il avait, je pense, un sens d'humour. Mais j'ai découvert en même temps un autre fragment, celui de Vincent Monteil, qui quelque part contredit ce que Robinson a dit. En tout cas, il le complète. Donc, je me permets de vous lire aussi. Vincent Monteil, donc interrogé par François Angelier, il dit « Je n'ai jamais pris de repas chez les Massignon. Il m'arrivait par contre de déjeuner avec lui à l'extérieur. Nous avions ainsi décidé avec Jacques Berck, sociologue, donc c'était un sociologue orientaliste, comme vous le savez. C'était à la fin des années 50 et jusqu'à sa mort, on a décidé de l'inviter régulièrement à faire un bon déjeuner dans un grand restaurant, ce qui devait lui arriver très rarement. En fait, il était assez indifférent à la nourriture qui lui était servie. Un jour, avec Berck, nous l'avions invité déjeuner chez Calvé. Il y avait des truffes. Massignon a cru que c'était des pommes de terre brûlées. Il ne s'était pas aperçu de rien. Il était ailleurs. Ces choses-là comptaient peu pour lui. Voilà, et je voudrais revenir encore quelques lignes avant à ce que Maxime Ardensson a dit. Donc, je termine ça seulement. Super. Ardensson a dit Massignon avait des intuitions géniales, mais il lui arrivait d'être laxiste sur beaucoup de points, etc. Et Vincent Monteil précise Massignon lisait tout, il recevait des paquets de livres du monde entier tous les jours, il mettait un coup d'œil sur ces livres qu'il parcourait, bien que le parcourait très vite. Il pouvait en isoler l'essentiel. Ceci peut-il expliquer ce qui lui a été rapproché d'avoir des références parfois hasardeuses? Oui, ou bien plutôt il ne donnait pas des références. Cela provenait du fait qu'il travaillait à une vitesse extraordinaire et qu'il n'avait pas toujours le temps de faire des vérifications nécessaires. C'est à mon avis très secondaire et cela ne se produisait que très rarement. En général, il manifestait beaucoup d'acribie, c'est-à-dire, c'est un terme technique, c'est-à-dire qu'il employait volontiers ce terme en précisant qu'il travaillait avec un soin méticuleux, maniaque, de vérification de référence. Merci.
Merci beaucoup. On aura l'occasion de poser des questions, mais à la fin. Donc on propose d'entendre les orateurs d'abord, mais après, notez les questions que vous avez, les réflexions que tout cela vous suscite. On en parlera tout à l'heure. Alors maintenant, je remercie Bérangère Massignon, qui est diplômée de l'IEP de Paris et docteur de l'École pratique des hautes études, de bien vouloir donner ses réflexions sur le beau film que nous venons de voir. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais beaucoup remercier l'OPHE de nous accueillir et de permettre cette projection d'un film sur Louis Massignon, donc, qui est mon grand-père. Alors, je vais vous parler, pas de l'actualité de Louis Massignon, parce que c'est un sujet abyssal, mais des actualités de Louis Massignon telles qu'elles apparaissent à travers le site internet qui lui est dédié, louismassignon.fr. Quelques éléments d'abord sur le site. Il a été lancé en juillet 2021. Il s'adresse au grand public comme aux chercheurs avec des éléments biographiques, des concepts clés de la pensée massignonienne. Il porte aussi sur des figures importantes de son parcours de vie, donc à la fois ce qu'on a appelé ses intercesseurs, des figures comme Alach, comme Jeanne d'Arc ou Abraham, ses maîtres comme Charles de Foucault, Huysmans ou Ignaz Goldziher, islamologue juif hongrois. Il y a aussi des portraits de ses élèves, il y en a 16, de ses amis comme Claudel Maritain ou Henri Maspero, et puis quelques figures de sa famille, notamment son père, qui était sculpteur et dont il a été question dans le documentaire et dans l'intervention de Grégor. Il y a aussi des figures célèbres qui ont croisé son parcours, comme Lyautey, Laurence d'Arabie ou encore Paul VI. Je salue ici, voilà, je voulais aussi dire qu'il y avait des éléments qui intéressent plus les chercheurs, c'est-à-dire notamment des éléments de bibliographie et des liens vers des sites sur des fonds d'archives à la fois écrites, sonores ou audiovisuelles. Et je salue ici le travail d'archivage du Fonds Louis Massignon à la BNF par Thomas Casandre, qui a été finalisé l'année dernière. Et puis, loin de tout aspect hagiographique, le site traite aussi d'aspects plus controversés de Louis Massignon sous la rubrique débat, où il est question, par exemple, de son rapport à Israël, de son activité diplomatique, de son sacerdoce ou encore de son rapport à l'homosexualité. Donc, toujours sur le site, le bureau éditorial, il est formé par ses 3 fondateurs, Valérie Massignon, qui est ici présente et qui a lancé l'idée du site, moi-même, et aussi le chercheur au CNRS Manuel Pénicaud, qui a fait sa thèse sur le pardon des 7 dormants, sous le titre Le réveil des 7 dormants, où il a étudié ces métamorphoses à travers le temps. Et puis, il est aussi l'auteur d'une biographie sur Louis Massignon, le catholique musulman, qui est une expression qui est due à Paul VI. Non, à Pie XI, oui. Donc, le site, il y a différents contributeurs, il y en a 14 en tout, et je remercie ici Pierre Laurie et Hippolyte Doyen qui ont participé à la rédaction de certaines rubriques. Et puis, enfin, quelques statistiques sur le site en 2025. Donc, le site est à peu près consulté par 300 personnes par mois et qui proviennent de France pour 39%, donc c'est le contingent le plus important et ça tombe sous le sens. Ensuite viennent les États-Unis, 29%. Il y a pas mal de traductions d'œuvres majeures de Louis Massignon en anglais, des biographies en anglais aussi. Et c'est là aussi que se situe un groupe de la Badalia à Boston, sous la direction de Dorothy Buck. Plus surprenant, en 3e position vient la Pologne. Alors c'est peut-être dû à Piotr Siekowski, qui est le premier à avoir écrit une thèse sur Louis Massignon en polonais. Et puis complète le quintet de tête, il y a aussi l'Algérie et le Maroc. Donc, quelques mots sur l'actualité de Louis Massignon. Il y a 2 axes majeurs de l'actualité de Louis Massignon. Il y a son actualité scientifique,
les publications, les soutenances, les colloques, les conférences, les expositions, les projections, les enseignements qui portent sur lui, et puis évidemment le dialogue islamo-chrétien, notamment à l'occasion des rencontres islamo-chrétiennes de Vieux Marché en Bretagne. Et en fait, ces deux axes interagissent, puisque certains chercheurs qui s'intéressent à Louis Massignon viennent au pèlerinage ou participent aux réunions de la Badalia à Boston, qui se fait aussi en visio. Et également, certaines personnes en viennent à étudier Louis Massignon parce qu'ils sont passés par cette rencontre en Bretagne qui a lieu tous les ans fin juillet. Alors, quelques éléments sur l'actualité scientifique de Louis Massignon. Je voudrais mettre l'accent sur les soutenances pour montrer comment toute une jeune génération se saisit de la figure de Louis Massignon. Je note d'abord un regain d'intérêt du milieu catholique pour la figure de Louis Massignon comme prédécesseur du dialogue islamo-chrétien et inspirateur de Vatican II, notamment de la déclaration conciliaire Nostra Aetate. Deux événements récents ont permis de mettre en avant cet aspect. Il y a la canonisation de Foucault en 2022. Donc Foucault, dont il a été question, dont Louis Massignon a été l'ami et l'exécuteur testamentaire. Et puis, il y a aussi en 2019, c'est les 800 ans de la rencontre de Damiette entre saint François d'Assise et le sultan Al-Khalil en marge de la 5e croisade. Et ça a donné lieu, évidemment, à la signature d'un texte majeur entre le pape François et le cheikh d'Al-Azhar Al-Tayeb sur la fraternité humaine. Et il y a eu d'ailleurs un colloque au Centre Sèvres sur cette rencontre entre saint François d'Assise et le sultan, où il y a eu une présentation sur Louis Massignon, et notamment Louis Massignon et Damiette, puisque c'est à Damiette que Louis Massignon a fondé la Badalia. Évidemment, je parle de regain d'intérêt par le milieu catholique et non de nouveauté absolue, puisqu'il y a toute une génération d'islamologues catholiques qui ont entouré Louis Massignon, comme son filleul devenu franciscain Abdel-Jélil, ou le fondateur de l'Institut des Dominicains du Caire, Anawati, ou encore le prêtre marotite libanais Joachim Moubarak, qui a été son secrétaire, ou le prêtre italien Giulio Bassetti-Sani, ou encore Louis Gardet, petit frère de Foucault. Alors, deux soutenances qui ont été le fait de prêtres. Il y a le dernier mémoire soutenu, c'est un master 2 en théologie des religions à l'Institut catholique de Paris par Julien Tellier, qui est à la fois prêtre de la fraternité Jésus Caritas et prêtre du diocèse d'Orléans, et qui portait sur entre empathie et décentrement, éléments pour une théologie du dialogue interreligieux chez Catherine Cornille et Louis Massignon. Et puis la thèse du prêtre polonais Piotr Sekowski, qui est aujourd'hui étudiant au PISAI. Le PISAI, c'est l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie, et qui porte sur la théologie de Louis Massignon. Dans cette rubrique aussi de regain d'intérêt du monde catholique pour Louis Massignon, il y a aussi des généalogies, notamment le livre du père Salançon, Témoins de l'avenir, Charles de Foucault, Louis Massignon et Christian de Serget. Et il y a aussi tout un lien qui est établi entre Louis Massignon et la figure du père Paolo Dalloglio, ce jésuite qui a refondé un monastère à Marmoussa en Syrie, et qui est disparu à Raqqa, où il menait des négociations avec l'État islamique pour libérer des otages. Il y a aussi un intérêt renouvelé pour les rencontres internationales du monastère Toumliline au Maroc. Alors, le deuxième champ de recherche, c'est celui qui traite de l'apport de Louis Massignon à l'islamologie. Donc, je salue ici la thèse de Florence Olivry, que vous avez co-dirigée et qui est à Montréal.
Louis Massignon et la mystique musulmane, analyse historiographique, méthodologique et réflexive d'une contribution à l'islamologie. Il y a aussi la thèse d'Amar Kandil, Édouard Saïd face à Louis Massignon, une fascination orientaliste. Et puis à l'université d'Oxford, une thèse de Naziruddin Maud Nassir, From Abraham to the Abrahamic Religions, Louis Massignon and the Invention of a Religious Category. Pour terminer ce panorama des soutenances sur Louis Massignon, je voudrais insister sur un domaine émergent qui est l'intérêt pour le langage de Louis Massignon. Et d'ailleurs, dans le documentaire, il y avait Dominique Millet-Gérard, qui est une spécialiste de Claudel et qui s'est intéressée à cet aspect. Je pense à la soutenance d'Hippolyte Doyen sur la pensée mystique et esthétique de Louis Massignon. Donc vous êtes intéressé au langage de Louis Massignon et son rapport avec la mystique. Et il y a aussi la thèse de Soha Daoud Yaghi, Connaissance et politique de l'islam chez Louis Massignon. Donc ces deux thèses qui ont été faites dans des instituts, dans des départements de littérature. Et pour terminer sur cette partie sur les publications sur Louis Massignon, ce qui me frappe, c'est la manière dont on revisite la figure de Louis Massignon à travers ses différentes facettes de chercheurs, de mystiques, mais aussi d'intellectuels engagés, et comment ces différentes facettes interagissent constamment dans ses travaux, dans ses actions. Rapidement, je voudrais terminer sur, donc non pas l'actualité des recherches sur Louis Massignon, mais l'actualité des publications de Louis Massignon. Donc énormément de choses ont déjà été faites. Vous avez souligné l'importance des écrits mémorables dirigés par Christian Jambet, qui donne accès à tout un recueil d'articles en 2 volumes de publications décisives de Louis Massignon. Aujourd'hui, l'actualité éditoriale se concentre surtout sur les correspondances. Donc, la dernière publication, c'est celle sur Maritain Massignon, dirigée par René Mougel et François Angelier. François Angelier, dont on attend tous la biographie sur Louis Massignon, qui est en préparation. Et à paraître par Jean Moncelon, il y a la correspondance Louis Massignon-Montaigne, et un recueil d'articles sur Louis Massignon et le thème de la Salette, qui est un lieu d'apparition mariale à la fin du XIXe siècle. Et puis, en cours, il y a aussi la préparation d'une correspondance entre Louis Massignon et Henri Corbin, auquel vous participez avec Stéphane Gumper. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Bérangère pour toutes ces informations. On pourra revenir. Il y a une dernière chose que j'ai oubliée sur l'intérêt de la jeune génération pour Louis Massignon, et c'est un peu surprenant. Il y a un film d'animation qui est en préparation sur Louis Massignon et Al-Hajj par une jeune Iranienne que j'ai rencontrée à Paris, qui a participé au festival d'Annecy l'année dernière. Voilà, donc ça c'est une actualité plus surprenante. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, la parole est à Karina Barloul, donc qui a de multiples facettes dont elle va nous parler, je pense. Elle vient de passer un doctorat ici à l'École pratique et d'autres études sur la mystique d'Ibn Arabi, mais elle a elle-même un parcours d'imam à Paris, de femme imam, donc la première en France. Et elle est l'auteur notamment d'un livre, Mon Islam, ma liberté, qui là aussi est très diffusé, il est réédité d'ailleurs, vous allez sans doute en parler. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Pierre. Je suis vraiment touchée et honorée d'être ici ce soir pour parler de Louis Massignon, une figure centrale de la recherche en islamologie et une figure aussi, on pourrait dire, fondatrice de l'islamologie, mais aussi de l'école pratique des hautes études où moi-même j'ai été formée. Je souhaitais aussi vous dire merci et bravo pour ce film qui, après l'avoir vu, on constate qu'il ne s'agit pas simplement d'un portrait de Louis Massignon, mais surtout d'un récit
d'un récit de vie, une vie profondément engagée, traversée par une quête de vérité qui ne sépare jamais le savoir de l'expérience, ni la recherche de l'expérience humaine. Louis Massignon me touche profondément. Il me touche par la sincérité de sa foi, par la radicalité de son engagement intellectuel, mais aussi par son regard profondément bienveillant, honnête et respectueux de l'islam et des musulmans. Il ne parle jamais sur l'islam, il cherche à le comprendre de l'intérieur, avec une humilité et une exigence qui forcent le respect. Son expérience et son parcours trouvent en moi une résonance intime particulière, celle d'une position pionnière, toujours fragile, toujours exposée, accepter d'être transformée par son objet de recherche, tout en restant fidèle à une rigueur scientifique sans compromis. Massignon a été directeur d'études à l'école pratique des hautes études, où moi-même j'ai été formée sous la direction de Pierre Laury, pour qui je tiens encore une fois à exprimer toute ma gratitude. Et je remercie d'avoir été le maillon et puis le transmetteur qui a permis cette continuité donc entre Massignon et puis de récents docteurs en islamologie de l'école pratique des hautes études. Donc cette continuité n'est pas seulement institutionnelle, elle est aussi intellectuelle et éthique. Comme Louis Massignon, je suis chercheur et comme lui, je suis convaincue que l'on peut, et parfois on doit, assumer une recherche incarnée, engagée, exposée, lorsque l'on travaille sur le religieux et en particulier sur l'islam. Ce qui me frappe chez Massignon et que le film rend avec une grande justesse, c'est qu'il n'a jamais cherché à se protéger derrière une neutralité abstraite. Il a pris le risque de la rencontre, le risque de l'écoute, le risque de la fidélité à ce qu'il découvrait. Il s'est laissé atteindre par l'expérience mystique de l'islam, par la figure de Hallaj, par la profondeur spirituelle du texte coranique. L'expérience de Louis Massignon continue aujourd'hui encore de nous interpeller, chercheurs, croyants et auteurs et acteurs de terrain, sur notre manière de penser l'islam, la mystique et aussi la responsabilité du savoir et de la recherche scientifique. L'un des apports décisifs de Louis Massignon à l'islamologie est d'avoir donné à la mystique musulmane une visibilité académique majeure à une époque où elle était soit marginalisée, soit disqualifiée comme emprunt exogène à l'islam. Contre les thèses qui faisaient décrire le tasawwuf de sources exclusivement chrétiennes ou alors néo-platoniciennes ou indiennes, Massignon a démontré avec rigueur son ancrage profondément islamique et coranique. Son travail sur ce point précis fut déterminant. Il a permis de considérer la place de la mystique non comme une dimension périphérique de l'islam, mais comme l'une de ses expressions intérieures les plus cohérentes. Il affirme dans son ouvrage « Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane », c'est du Coran constamment récité, médité, pratiqué, que procède le mysticisme islamique dans son origine et son développement. Bien que Massignon appartienne historiquement à la tradition orientaliste, son œuvre ne se laisse pas enfermer dans l'orientalisme classique. Il a très tôt posé un regard critique sur l'eurocentrisme et refusé les simplifications culturelles et cherché à comprendre l'islam à partir de ses langues, de ses catégories propres et de son vécu spirituel. C'est pourquoi il me semble juste de le qualifier d'islamologue plutôt que d'orientaliste. Sa démarche ne visait ni la domination intellectuelle, ni la réduction de l'altérité, mais plutôt le dialogue. Son rapport à Hallaj illustre de manière exemplaire cette posture. Massignon ne s'est pas contenté d'analyser une figure mystique à distance, il s'est plongé dans l'expérience hallajienne afin d'en restituer l'authenticité et la profondeur.
Il a tenté de dire l'indicible sans le trahir. C'est là, sans doute, l'une des tâches les plus difficiles de la recherche sur le religieux, qu'il expose dans son œuvre principale consacrée à Hallaj, la passion de Hallaj, martyr mystique de l'islam. La recherche de Massignon l'a engagé tout entier. Il n'en est pas sorti indemne, ni intellectuellement, ni spirituellement, ni émotionnellement. Sa vie savante est indissociable d'un cheminement intérieur qui a influencé sa manière de lire les textes et les figures mystiques. C'est précisément à cet endroit que l'œuvre de Massignon entre en résonance avec mon propre parcours. Je suis chercheur, formé aux exigences de la méthode historique et philologique, mais je suis aussi actrice engagée sur le terrain. J'ai fondé une association cultuelle et je participe activement au débat contemporain sur l'islam, le renouvellement de la pensée musulmane et la place des femmes dans les espaces religieux en islam. Cette double posture, recherche et engagement, n'est pas pour moi une contradiction, elle est une responsabilité. Comme Massignon, je suis convaincue que la rigueur scientifique n'affaiblit pas l'engagement, elle le rend plus juste, dans un contexte marqué par une inflation normative, par des lectures réductrices de l'islam et par les crispations identitaires croissantes. Adopter une démarche savante, rappeler la centralité de la mystique musulmane, œuvrer à redécouvrir les figures de la pensée classique de l'islam n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité. Enfin, l'héritage de Louis Massignon nous oblige encore aujourd'hui. Il nous rappelle que l'islamologie ne peut être ni une neutralité désincarnée, ni un simple outil de polémique contemporaine. Elle exige méthode, profondeur, historique, humilité, mais aussi le courage de reconnaître que le savoir sur le religieux peut transformer non seulement celui qui le produit, mais aussi l'expérience religieuse collective et ses rejaillissements sur la société de façon globale. C'est dans cet espace de tension féconde entre savoir et expérience, entre recherche et engagement, que je situe aujourd'hui mon propre travail en dialogue et reconnaissance avec l'œuvre de Louis Massignon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karina, pour ce témoignage très, très juste qu'on aura l'occasion de développer donc en débat tout à l'heure. Maintenant, la parole est à Hippolyte Doyen, donc, qui a été l'auteur d'un mémoire sur Louis Massignon dans un cadre littéraire et au-delà. Hippolyte, c'est à vous. Merci Pierre, merci Grégoire pour ce film qui retrace de manière très, très belle et très vraie, très directe aussi, la courbe de vie de Louis Massignon, qui est pour moi un compagnon, non seulement dans la recherche, mais aussi pour mon engagement dans l'Église. Alors j'ai croisé Massignon à travers les études de lettres. J'éprouvais depuis plusieurs années un grand intérêt pour l'écriture mystique. Une écriture calcinée, une écriture de rencontre avec Dieu, qui se fait avec un lexique très déployé, un lexique de l'exagération, avec vraiment cette connexion avec l'absolu, qui se traduit par des formulations paradoxales, par une intensité émotionnelle, voilà, c'est vraiment ce langage de l'absolu qui m'avait énormément marqué dans la lecture des mystiques chrétiens et aussi des mystiques musulmans. Mais ce qui m'a toujours fasciné dans cette littérature mystique, c'est la dimension de l'expérience. Derrière chaque mystique, nous avons d'abord l'expérience de croyants qui ont fait cette rencontre bouleversante avec Dieu. Et c'est exactement ce qu'a vécu Massignon, en fait. On a entendu dans le film son texte qui parle de sa conversion, la visitation de l'étranger. Et on voit à quel point il utilise un langage où il se dit bouleversé, retourné. Il est complètement bouleversé par cette rencontre avec Dieu. Donc, dans ma recherche en littérature,
j'étais confronté à ces textes absolus, ces textes très forts de tradition chrétienne et de tradition islamique. Et ces textes me posaient énormément de questions. Des textes qui, justement, de témoignages qui proclament, chaque mystique proclame sa vérité de son union avec Dieu. Et en lisant les mystiques chrétiens et musulmans, je retrouvais en fait des fois une expérience qui me semblait similaire en fait. Et ça a été une grande source d'interrogation pour moi. Donc quand on s'intéresse à la mystique islamique, on tombe forcément sur Louis Massignon, et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai lu les écrits mémorables, et là j'ai justement trouvé une méthode d'approche de ces textes. Et Massignon disait, il disait en fait, peut-être paradoxalement, pour étudier la mystique, il faut être très matérialiste. C'est-à-dire qu'on ne va pas projeter sur le mystique, on ne va pas essayer de faire sa psychanalyse, de voir quel philosophe il a lu, mais c'est partir de son expérience qu'il a vécue, de manière ineffable, de manière indicible, de manière secrète, dans le secret d'un cœur. Mais cette expérience, elle s'est traduite par des traces. Et ces traces, ce sont les écrits des mystiques. Et ce qui m'a beaucoup touché, beaucoup marqué, c'est justement cette approche que je qualifierais d'humble et de chaste dans la manière dont il aborde ces textes. Et d'autant plus qu'il est dans un contexte, la première moitié du XXe siècle, où on s'intéresse à la mystique. Alors les catholiques n'avaient pas oublié ce que c'était la mystique, même s'il y a eu la crise avec Fénelon et Madame Guyon qui a relégué la mystique dans une branche de l'oraison, dans une branche de l'ascétisme. Mais avec la crise européenne de la culture, on a les psychologues qui s'intéressent à la mystique, des théologiens qui s'intéressent à la mystique, qui voient en la mystique le sentiment religieux à l'état pur, qui s'opposerait au dogme. On essaie de faire justement des généalogies, de voir quel mystique a été... Est-ce que les mystiques chrétiens ont été influencés par les mystiques musulmans, par différents biais. Mais Massignon, lui, il part de l'expérience du croyant, en se basant justement sur ces traces, sur cette écriture des mystiques. Donc, ça a été une œuvre qui m'a beaucoup bouleversé, parce que non seulement il a cette méthode de lecture des textes que je trouve efficace, que je trouve toujours pertinente, mais c'est également parce qu'il a mis en avant un point nodal de l'expérience religieuse, et particulièrement de l'expérience mystique. Khalaj a proclamé son union, d'être en relation parfaite avec Dieu. Il a vécu sous la forme d'une expérience à la fois d'anéantissement et en même temps d'une surexistence à Dieu, Fana Baka. L'expérience du Christ a été l'expérience d'une mort et d'une résurrection pour le salut du monde entier. Et quand Massignon il est dans sa quête spirituelle et qui cherche ses réponses, il ne pouvait voir que le Christ à travers l'expérience d'Al-Hajj. Et la littérature mystique est traversée par ce flux, cette expression, ce sentiment de mort et de résurrection. Il a trouvé en Al-Hajj quelqu'un qui a vécu, en tant que chrétien, je dirais, qui a vécu le mystère pascal. Et il en fait la clé de toute l'expérience mystique. C'est non seulement l'expérience qu'il a vue chez les mystiques, mais c'est également sa propre expérience. Et ce qui me frappe plus particulièrement dans l'étude de la mystique, c'est que souvent ces textes sont difficiles, quand même mettent mal à l'aise les croyants, les textes mystiques. Des fois, je présente des textes mystiques, des bons catholiques qui sont assez effrayés par la teneur, par l'exagération. On croit que ce sont des textes déconnectés. Mais ce sont des textes, en fait, qui nous parlent de la relation avec Dieu, où Dieu a la primauté de la rencontre. Une primauté de la rencontre qui transforme
le croyant, mais qui ne le transforme pas seulement sur le plan intérieur, comme une découverte de Dieu, mais qui oriente son action dans la vie de tous les jours. Donc derrière le mot mystique, chez Massignon, il y a toujours l'expérience en fait de la sainteté et de la communion des saints. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez particulier chez Massignon, parce qu'il reprend, comme l'a dit François Angelier, toute la réparation, la satisfaction, c'est cette forme de dolorisme typique du XIXe siècle, mais dans sa courbe de vie, cela aboutit non pas à une théologie pénitentielle axée sur une souffrance irrémédiable, mais elle se métamorphose en éthique de la compassion, en fait, et pas une compassion désincarnée, mais on l'a vu à travers tous ses engagements en faveur des réfugiés, en faveur des minorités, en faveur des prisonniers, que c'est une compassion active, qui permet de lier mystique et compassion, oui, de mystique et compassion. Et dans mon parcours personnel d'engagement dans l'Église, Massignon est pour moi une figure justement d'intercesseur, en fait, qui me permet de revenir à l'essentiel de sa foi. De la foi. Merci beaucoup, Hippolyte, pour... Merci pour ce témoignage très, très personnel. Nous avons maintenant un petit temps pour les échanges avec les intervenants. Nous avons la chance d'avoir parmi nous l'auteur, le réalisateur de ce film, et donc c'est une opportunité qu'il faut souligner. Donc maintenant, c'est à vous si vous avez des questions, des remarques. Nous avons un petit moment, je suppose qu'il y a un micro qui... Oui. Oui, là il y a une question, Constance. Merci. Bonsoir à tous, Constance Arminjon. J'ai l'honneur et la grande chance d'avoir été à la fois collègue et l'élève de Pierre Lori et de Christian Jambet, à qui on doit tant de découvertes sur Massignon. En 2 mots, c'est grâce à Massignon que j'ai décidé d'étudier l'arabe en lisant, il y a 35 ans et quelques mois, son texte sur l'arabe, langue liturgique de l'islam. Donc je suis particulièrement reconnaissante à tous les organisateurs de cette rencontre, à tous ceux qui l'ont animée. Et très brièvement, donc je suis particulièrement aussi contente de saluer Madame Massignon. Je voudrais faire écho à ce qu'a dit Kahina Bahloul. Dans mon travail d'étude de la pensée islamique contemporaine, c'est un fait tout à fait exemplaire et qui fait de moi, entre autres choses, pour moi, de Massignon, un maître majeur, c'est que dans leur critique de l'orientalisme, istishraq, eh bien, tous les savants et philosophes d'aujourd'hui, quelle que soit leur animosité contre l'orientalisme qui est plus ou moins vague, mettent à part Massignon. De même qu'il s'agisse du philosophe égyptien Hanafi ou de Ali Shaliati d'une autre génération, né en 1933, eh bien toujours Massignon échappe à leur foudre, comme une figure qu'a salué Kahina Bahloul, donc qui n'est pas un orientaliste qui voudrait posséder un savoir, mais qui se laisse métamorphoser par sa découverte spirituelle. Je vous remercie beaucoup. Merci Constance pour ces beaux commentaires, tout à fait justes. Bonsoir, merci beaucoup. Franchement, c'était très très impressionnant. En fait, ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que personnellement, je me retrouve tout en bas de l'échelle. C'est-à-dire que moi, je suis en master et je suis sous la direction de Jean-Michel Mouton. Et j'ai l'impression, et c'est ça qui est très fort à l'école pratique, c'est d'avoir cette continuité, et qui, grâce aux professeurs notamment, qui le permettent. Et j'en viens à ma question. Quand j'entends Louis Massignon, sa vie, et puis notamment la période dans laquelle il travaille, je pense aussi à René Guénon. Et j'aimerais savoir s'il y a eu un échange épistolaire entre ces 2 grands hommes de
l'islam, enfin de l'étude de l'islam. Et je m'adresse notamment donc à Madame Massignon pour cela, si jamais il y a dans les fonds ce type de correspondance. Merci pour votre question. Je crois que René Guénon et Louis Massignon se sont un peu ignorés. Et je ne pense pas qu'il y ait de correspondance entre eux. Donc, voilà. Désolée. Effectivement, je crois qu'ils fonctionnaient, ils circulaient sur des orbites qui étaient vraiment, vraiment très différentes. Je suppose qu'ils s'étaient lus mutuellement, mais c'est difficile d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a une autre question, remarque, je ne sais pas. François Angelier, oui, oui, oui. À la question de monsieur sur René Guénon, j'ai souvenir d'une lettre à Jacques Maritain où Guénon est évoqué dans les années 30, je crois. C'est au moment de l'appel de l'Orient où justement il y a toute la querelle avec Massis qui lui défend l'Occident face à un groupement intellectuel qui au contraire considère l'Orient comme une puissance de régénération. Et bon, Guénon est présent et je me souviens que Massignon est assez négatif, voire entre grosses guillemets méprisant, en disant bon, pas quelqu'un de très fiable sur toutes ces questions. Alors ça, c'est dans les années 30. Et puis après, le temps passe, n'est-ce pas? Et à l'époque de Dieu vivant, donc cette revue dirigée par Marcel Moré, éditée par Le Seuil dans les années 50, 45-50, il y a de nouveau une allusion à Guénon, mais qui devient là du coup beaucoup plus un interlocuteur intéressant parce que justement, à l'image des gens qui s'occupent de Dieu vivant, peut-être Massignon, Gandillac à l'époque, et puis tous ces milieux de moraines, de catholiques un peu millénaristes, Guénon va dans le même sens. C'est-à-dire que le règne de la quantité, les signes des temps, toute la dénonciation de la crise contemporaine par Guénon, là, Massignon se rapproche de Guénon. Donc, je ne connais pas de lettres, mais je sais qu'il y a une espèce de mouvement qui serait plutôt de rapprochement de l'un vers l'autre. Il y a une argumentation commune, oui, voilà, dans cette orientation. Une critique, je dirais, commune de l'après-guerre au nom de la transcendance qui permet aux deux hommes éventuellement de se... Alors, peut-être qu'on découvrira des choses, ça, je n'en sais rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il y a une question ici au troisième rang. Ah, pardon, oui. Oui, bonjour, merci pour ces exposés passionnants. Je voudrais poser une question sur la place des femmes dans la religion, la façon dont justement Massignon voyait où est-ce qu'il en parlait, où est-ce qu'il n'en parlait pas, parce que c'était quand même une société où les femmes, que ce soit en France ou au Caire ou ailleurs, n'avaient pas de présence, on va dire, politique. Est-ce qu'il a été un peu visionnaire là-dessus? Est-ce qu'il a rencontré des femmes finalement après avec qui il a fondé la... Mais est-ce que pour lui c'était des mondes différents? Voilà, comment il vivait sa foi avec la vision finalement de la création et de l'homme et de la femme? Est-ce que c'est peut-être très... Bérangère, vous voulez... Alors, je dirais que sur cette question, Louis Massignon n'était pas vraiment visionnaire. Il avait une vision assez traditionnelle de la femme, et peut-être de la femme, plus du féminin que d'ailleurs que de la femme. Et pour lui, le féminin, c'était le fiat de Marie. C'était... voilà, il oppose le vœu et le serment, le vœu qui est secret et qui est féminin, et le serment qui est public et qui est masculin. Donc il travaille beaucoup sur des archétypes. D'ailleurs, il y a eu des liens avec lui et Jung, notamment à travers les rencontres d'Eranos. Donc je ne dirais pas que sur ces questions, je crois qu'il avait une vision quand même assez traditionnelle. Bon, il s'est beaucoup intéressé à la figure de Fatima. Alors, oui, ouais, et il avait une dévotion mariale importante. Hein. Comme vous dites, c'est vraiment l'archétype féminin. Il a des textes magnifiques sur Marie, la comparaison entre Marie et Fatima, la fille du prophète Mohammed. Maintenant, dans le concret de ses relations, dans la famille, je crois qu'effectivement, c'était très, très traditionnel. C'est renforcé sans doute aussi par l'homosexualité. Enfin là, je ne sais pas si
François Angelier, qui a suivi la biographie de Massignon. Vous voudrez ajouter quelque chose? Massignon et la figure de la femme, c'est quelque chose d'essentiel. C'est vrai que sur le plan, je dirais, il était père de famille, il a effectué visiblement un rapprochement vers la femme tout au long de son existence, mais pour lui, c'était sûrement une figure plus eschatologique et apocalyptique qu'autre chose, que politique ou sociale. Je veux dire, si on prend les figures féminines qui traversent l'œuvre de Massignon, depuis évidemment Jeanne d'Arc, bon, qui est le mythe commun à sa famille, parce qu'il lui a permis de dialoguer avec son père, et puis c'est quand même une figure centrale dans la culture française qu'a connue Massignon. Et puis après, évidemment, il avait les figures des mystiques, Anne-Catherine Emmerich, Sainte Lidwine de Schiedam et autres. C'était pas un grand thérésien, par contre. Mais ce qui est le plus étonnant sur cette question, c'est Marie-Antoinette. On en parlait avec Guylaine de Bonjou, c'est qu'effectivement, il a écrit sur Marie-Antoinette, personnage qu'on redécouvre à la fin du 19e et qui ne cesse de s'imposer. Il a écrit sur Marie-Antoinette des textes absolument extraordinaires, puisqu'il fait d'elle une figure sacrificielle, une figure de migrante. C'est l'étrangère qui vient en France pour assumer les péchés de la royauté. Bon, il fallait attendre Massignon pour voir ça, quoi. Je recommande à toutes et à tous la lecture de ce texte qui est vraiment, qui est paru d'ailleurs grâce à Nadeau, qu'on remercie, dans les Lettres Nouvelles. C'était quand même un texte qui paraissait entre un inédit de Malcolm Lowry et un texte de Gombrowicz. Il y avait la méditation de Louis Massignon sur Marie-Antoinette. C'est peut-être là où sa méditation sur la figure féminine a atteint son intensité maximum. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Oui, il y a, s'il vous plaît, madame. C'est plus une curiosité dans les dans les figures mystiques qui laissent l'autorisation à l'émerveillement, à une sagesse qui ouvre le cœur. Un autre mystique que j'ai récemment lu et découvert, qui est Henri Le Sceau. Je voulais savoir s'ils s'étaient rencontrés. Ah, là c'est une belle question. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, Massignon s'était intéressé à l'expérience d'Henri Le Sceau. Je ne sais pas maintenant, chronologiquement, s'ils ont pu avoir des échanges. Non, là encore, je ne sais pas. Pas avec Henri Le Sceau, hein, mais avec Montchanin, qui est aussi une figure du dialogue entre christianisme et hindouisme. Hein. Il y a vraiment une relation profonde entre ces deux hommes. Pour Le Sceau, je ne sais pas. Parce que le Sceau, c'est les années de sa vie? C'est plus tardif. Non, c'est dans les... Ah oui, il est arrivé dans les années 50 en Inde avec Montchanin, oui, effectivement. Et donc, peut-être que c'est plus tardif. Mais Montchanin étant aussi un des maîtres de... Oui, bien sûr. Et puis cette volonté de s'intégrer, de connaître l'autre par l'intérieur, par la spiritualité, effectivement, c'est une démarche que Massignon suivait certainement avec beaucoup d'intérêt. Dans les rapports avec l'hindouisme, il y a le rapport décisif avec Gandhi. Gandhi, une figure très importante pour Louis Massignon. Louis Massignon a été président des Amis de Gandhi pour la France. Et il y a toute une réflexion sur la non-violence dans l'action politique de Gandhi qui a inspiré Louis Massignon, qui pendant la guerre d'Algérie a pratiqué le jeûne, le pèlerinage. Le pèlerinage des 7 dormants est né au moment de la guerre d'Algérie, et pour une paix sereine et durable entre la France et l'Algérie. Et Louis Massignon faisait venir par quart entier des émigrés maghrébins, auxquels d'ailleurs il enseignait le français. Il faisait des cours en banlieue parisienne et il les faisait venir au pèlerinage. Et donc, voilà. Merci. Une toute dernière question? Oui. Merci infiniment. Alors, tout d'abord, je voulais féliciter le réalisateur du film. Bravo, vraiment.
et remercier l'École pratique des hautes études pour l'organisation de cette journée. Ma question, vous avez commencé à anticiper la réponse, parce que ma question s'articulait sur la place de la politique, parce qu'il a vécu quand même pratiquement 2 guerres, l'entre-guerre, l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la place de la politique et puis, in fine, la place de sa vision pour la paix, étant un mystique, étant un passeur de fraternité, de tolérance. Voilà. Si vous avez des éléments là-dessus, ça m'intéresse énormément. Merci infiniment. Il y a vraiment une réflexion très importante de Louis Massignon sur les personnes déplacées. Pour lui, il faut refonder le droit international sur justement des personnes déplacées, et au premier rang desquelles les Palestiniens. Il a été très présent sur ce terrain-là. Alors là, bon, vous posez une question qui est océanique, bien sûr, mais je crois qu'on peut y apporter une réponse très générale. C'est ce dont parlait François Angéli tout à l'heure, à savoir qu'une perspective eschatologique était vraiment très, très présente chez Massignon. Il voyait tout à l'horizon des fins dernières. Oui, je voulais ajouter aussi un autre élément. Un de ces critères, on voit surtout à la fin de sa vie, mais c'est l'importance de la dignité humaine, en fait. Ça, c'est quelque chose qui revient vraiment à la fin de sa vie, et aussi par rapport aux femmes. Il s'intéresse beaucoup aux mystiques, victimes, compassiontes, comme il dit, mais vers la fin de sa vie, il y a une évolution. Il devient très attentif à l'injustice féminine vécue par Jeanne d'Arc et vécue par Fatima. Il y a également, c'est dans Écrits mémorables sur les comptes rendus de ses cours au Collège de France, où il attaque de manière très virulente le traitement des femmes dans les colonies, y compris les violences sexuelles, parce qu'il y voit derrière une violence faite... c'est Notre-Dame des douleurs, en fait, qui est derrière toutes ces figures de femmes qui souffrent, en fait. Il cite aussi la figure d'Antigone. Quand il s'agit des événements dramatiques à Paris pendant la guerre d'Algérie, avec les victimes du côté algérien, sans que les Algériens aient le droit d'enterrer dignement les morts, hein. Il y a un article qui apparaît, je crois, à l'époque dans Le Monde, où Antigone est citée. Donc c'est en partie peut-être la réponse à votre question, madame. C'était quelqu'un qui était ouvert, qui à tout moment était capable de capter, en fonction du contexte, les réponses à donner à l'actualité. Merci beaucoup. Malheureusement, je crois que le temps s'est écoulé. Mais en tout cas, donc, on peut remercier tout monsieur Tomczak et tous les intervenants pour leur participation et les organisateurs de cette rencontre tellement enrichissante.